ton parcours, tu commences dans le marketing, la communication. Par quelle entreprise tu commences avant d'arriver jusqu'à l'immobilier? À la base, je suis ingénieure en informatique. Je pense que naturellement, je ne m'intéressais pas à l'immobilier ni la construction. Naturellement, je ne l'aurais pas fait. Et je pars sur Paris, il m'appelle le lendemain et dit, bon, écoutez, on vous prend. Vous serez notre représentante, vous êtes le monopole pour l'Afrique de l'Ouest parce que vous avez eu l'audace. L'audace! Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes les personnes qui vont nous regarder, qui vont suivre ce moment inédit. C'est du leadership transformationnel. Nous allons passer un moment avec deux femmes puissantes, deux femmes qui vont venir inspirer la nouvelle génération, mais aussi qui vont inspirer aussi toutes les femmes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, qui ont envie de créer des entreprises et surtout, comment est-ce que, en tant que femme, on se positionne en tant que leader et en tant qu'entrepreneur et aussi aller dans la gouvernance. Sans plus tarder, je vous invite à recevoir ces deux dames. Et oui, avant que vous allez partir les recevoir, il faut que je vous présente d'abord. Vous savez, je vous salue là-bas. C'est qui? C'est Raymond Diabia Gomis, toujours là pour vous servir. Je suis coach en développement personnel, conférencière, auteure. Je suis formatrice et aussi, vous savez, je fais des émissions, j'anime des émissions, je suis MC. Mais vous pouvez constater à ma gauche, nous avons une personne que vous avez l'habitude de connaître dans notre environnement. Mais vous savez que non, on est partout dans le monde. On passe partout, 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 partout. Donc, sans plus tarder, je vais dire à cette jolie dame de se présenter, que nous, on l'appelle la lionne de l'enrichissement. Merci beaucoup. Merci Raymond et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette journée. Mon nom est Christelle Guening et je suis courtière hypothécaire. Je suis investisseuse dans l'immobilier et je suis également coach en finance et dans l'investissement immobilier. Donc, mes champs d'activité se trouvent principalement au Canada. Et j'aide les personnes au quotidien à pouvoir acheter des biens immobiliers, en fait, à pouvoir obtenir du financement immobilier, que ce soit au résidentiel, que ce soit au commercial, et ainsi accroître leur richesse, vu qu'on va parler également d'enrichissement aujourd'hui avec notre invitée. Et oui, elle a parlé d'enrichissement. Si vous vous rappeliez, elle avait fait un podcast avec un monsieur et qui nous avait parlé de son patrimoine. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais laissez, on va présenter notre hôte invitée. Notre hôte invitée, oui, probablement sur la scène canadienne, vous n'avez pas l'habitude de la connaître, de la voir, mais c'est une femme internationale. Dans une autre vie, on vivait ensemble dans un autre pays, dans un pays arabe. Et comme on le dit, ce pays nous a formés. Ce pays nous a permis de briser les plafonds de verre, de briser les limites parce que on ne peut pas penser que, non, que si on vit là-bas en tant que femme noire, en tant que femme entrepreneur, leader, je pense que ça nous a permis de nous fortifier. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Isabelle Boublé à ma droite. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter à toutes les personnes? Et aussi, par la même occasion, oui, tu nous diras comment tu trouves ton séjour, surtout qu'elle est venue en été. Ah oui. Alors Raymond, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir échanger et passer un bel après-midi avec vous, des charmantes dames, intelligentes, belles. Donc, vraiment, merci. Alors, je suis Isabelle Boblaï, chef d'entreprise, et je réside en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je suis de passage ici pour le graduation, comme on le dit, de mon fils, donc, dont je suis très fière au passage. Donc, il y a eu son bachelor en génie logiciel. Alors, j'en profite aussi, en tant que chef d'entreprise, j'en profite aussi pour pouvoir échanger sur des sujets aussi intéressants que l'entrepreneuriat féminin surtout, ce qui me concerne. Alors, mon entreprise se trouve en Côte d'Ivoire, c'est DZ Consulting. Nous sommes spécialisés dans le conseil en stratégie de développement et le conseil en communication internationale. J'ai aussi notre entreprise qui est dans le bâtiment, Archicom. Nous sommes numéro 1 à Singapour parce que l'un des associés est singapourien. Donc, nous faisons tout ce qui est panel composite.
Et le dernier nouveau-né, c'est vraiment un domaine où il n'y a pas beaucoup de femmes, mais qui est très intéressant en Afrique parce que c'est toujours une opportunité, c'est dans l'agriculture. Voilà, je n'en dirai pas plus, on va en parler plus tard. Waouh, wow, wow. Comme vous pouvez le voir, donc nous avons Christelle Guénin, nous avons Isabelle Boblet et moi, Raymond. Nous parlons aujourd'hui de leadership transformationnel. Mais vous allez vous dire, mais bon, quel est le rapport entre des Canadiennes, des Ivoiriennes et tout cela? Mais avant de pouvoir découvrir cela, je voudrais poser la question d'abord à Christelle Kamago. Christelle, est-ce que tu es déjà allée en Côte d'Ivoire? Ah ben oui, bien sûr. Et j'en suis très fière. En fait, oui, je suis allée en Côte d'Ivoire en 2024 avec Raymond, justement, qui a été mon hôte. Et on a justement eu l'occasion de rencontrer Isabelle lors de ce séjour. Et j'ai trouvé que c'est un pays magnifique, plein d'opportunités. Et toi, est-ce que tu penses que faire un pont, je sais même pas, un pont financier, un pont d'enrichissement, est-ce que tu penses que non, qu'on peut apporter tout ce mindset, tu sais, toute cette manière nord-américaine qui est un peu différente de l'Europe à la Côte d'Ivoire, qui va comme un peu changer l'ossature de pouvoir faire du business pour pouvoir créer un écosystème d'enrichissement? Définitivement. Mais je pense que c'est un échange. Ce n'est pas simplement le Canada qui apporte quelque chose à l'Afrique ou l'Afrique qui apporte quelque chose au Canada. C'est vraiment un échange de connaissances, un échange de compétences, un échange d'expériences et même de culture. Et c'est tout ça qui fait en sorte qu'on peut grandir. Justement, Isabelle a parlé de l'entreprise qui fait dans les matériaux, comme les panneaux, c'est ça. Et moi, j'aimerais justement en savoir plus. Plus tard, j'ai juste hâte à tomber à cette partie parce que l'immobilier, c'est ça qui me fait vibrer, mais on va en parler. Mais c'est ça, donc en fait, c'était parce que quand j'ai parlé de pont et que non, que tu es dans l'immobilier, et aujourd'hui, on voit que non, que l'immobilier, il ne sait pas seulement avoir une maison résidentielle. Donc, c'est sûr que quand vous partez acquérir de l'immobilier commercial, ça vous demande d'avoir une connaissance beaucoup plus grande que seulement l'immobilier résidentiel. Ce qui fait que non, que je vais demander à Isabelle, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans ce secteur? Parce que Christelle, je pense qu'il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient courtiers hypothécaires. Je vais d'abord demander à Isa, qu'est-ce qu'il a fait qu'elle est allée dans la construction, dans l'immobilier? Et toi aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir courtier hypothécaire? Isa, d'abord toi. Oui, effectivement, tu as raison. Je pense que naturellement, je ne m'intéressais pas à l'immobilier ni la construction. Naturellement, je ne l'aurais pas fait. Ça a été une opportunité parce que en fait, ça découle d'une activité de communication. J'ai fait un événement pour un client et il a trouvé en moi des qualités, des valeurs et une éthique de travail. Et donc, il m'a proposé de pouvoir être son représentant en Côte d'Ivoire. Alors moi, je dis clairement, je ne m'y connais pas. Je fais du conseil, c'est différent de la construction. Vous imaginez avec ces ongles-là sur des chantiers, ce n'est même pas possible. Et je ne me connaissais pas. Donc, il a dit non, on va vous former, vous venez à Singapour. Et donc, j'ai pris l'avion, je ne connaissais pas Singapour, comme une aventurière. Et je suis partie à Singapour, je suis allée être formée, j'ai découvert les usines, j'ai découvert un pays différent, c'est sûr, avec des matériaux différents utilisés là-bas, avec le même climat que chez nous, mais des matériaux différents. Donc, j'ai été formée. Et c'était donc une opportunité et j'en ai profité. C'est comme ça que je suis rentrée dans la construction pour justement représenter ce partenaire singapourien. Wow, ok. Wow. Mais je pense qu'on est allé un peu vite à la construction. C'est vrai que ça m'intéresse, mais ton parcours, tu commences dans le marketing, la communication. Par quelle entreprise tu commences avant d'arriver jusqu'à l'immobilier? Oui, alors en fait, mon parcours... À la base, je suis ingénieure en informatique. Ah. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. En fait, c'est ça, il y a aucune... Moi, en fait, je pensais, mais j'essaie de me rappeler parce que quand nous étions dans ce pays, dans l'autre pays arabe, elle avait une entreprise de communication. Donc moi aussi, je suis un peu blasée. Ingénieur en informatique, oui, ok. C'est les diplômes que j'ai eus, c'est la faculté que j'ai fait, c'est une faculté où je finis avec un diplôme d'ingénieur en informatique. Je fais 3 mois de stage en informatique. Donc pour moi, c'était une carrière. J'allais après faire l'audit en système d'information et autres. Et je parle de 2003, 2002-2003. Et j'ai une opportunité. C'est-à-dire, je rencontre une dame qui est avocate et qui me dit, bah, écoute, c'est vrai que tu es ingénieur, mais voilà l'opportunité. Je ne connaissais rien en communication. Et est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui.
Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'opportunité qui était voilà, d'être associée à une avocate qui avait besoin d'une personne qui maîtrise l'Afrique subsaharienne et avec qui on allait organiser des événements. Et donc, voilà, je lance, je Non, crée ma non, première donc, société. c'est ça. Donc, ce que tu es en train de dire, quand tu dis connaissance avec l'Afrique subsaharienne, tu es en train de nous dire que non, que, en fait, tu n'as pas fréquenté en Côte d'Ivoire, tu as fréquenté dans un autre pays. Ok, Oui, j'ai pas fréquenté en voilà. Côte d'Ivoire. Wow. J'ai eu une bourse bilatérale Oui, oui, de oui. coopération. Et puis, quand j'ai fini, voilà, j'étais dans ce pays. Et je comptais rentrer, hein. Je n'avais pas l'intention d'y rester, mais c'était l'opportunité. En fait, en tant que femme entrepreneur, pour moi, c'est très important de parler de ça. C'est l'opportunité. Je n'étais pas coincée, je n'étais pas fermée pour dire, ah, mais ce n'est pas mon secteur. J'aurais pu échouer. Il y en a qui échouent, mais j'ai profité de l'opportunité. Wow. En fait, dans les deux domaines, tu vois que tu as profité toujours, tu as saisi l'opportunité. C'est ça. Et c'est ce que je remarque chez les grands leaders, les personnes qui réussissent, c'est qu'elles saisissent rapidement des opportunités. Absolument. Ce qui fait que quand on parle d'opportunité, parce qu'effectivement, moi aussi, quand j'ai travaillé dans ce pays arabe, je travaille dans la communication. C'est ça. Mais j'ai fini avec une maîtrise en finance banque. Est-ce que vous comprenez les opportunités? Et je suis devenue une as de la communication. En tout cas, je m'étais démarquée. Donc, ce qui faisait que, qui va nous faire venir, que ça, c'est une opportunité? Ou bien, par ton passé d'actuaire, tu es allé là-bas, mais comment? Parce que moi, je me rappelle, à une époque, je n'entendais pas de courtier hypothécaire. Il n'y avait que des hommes. Et ils étaient cachés. On voyait que des courtiers immobiliers. Comment est-ce que tu as fait la transition? Bien, c'est une opportunité aussi. Ah, toujours une opportunité. En fait, mon domaine de base, c'est l'actuariat. Donc, j'ai été analyste en actuariat. J'ai fait mes études en actuariat. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est la gestion de risque, on va dire, appliquée aux assurances, à la banque, au régime de retraite. Donc, moi, j'étais dans un département qui concevait et tarifait les régimes de retraite. Et j'ai fait ça pendant 10 ans et par opportunité, on a commencé à se demander, mon mari et moi, dans quoi est-ce qu'on pouvait commencer à investir. Et on a suivi des formations, on a commencé à investir nous-mêmes. On s'est rendu compte que oui, il y a une puissance, un levier d'enrichissement dans l'immobilier, surtout ici au Canada où l'accès au prêt bancaire est très facile. Bon, facile entre guillemets, mais c'est vraiment accessible. Et c'est ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire et on pouvait vraiment bien gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai commencé à le faire. Je me suis dit, je peux aider d'autres personnes à le faire, surtout notre communauté, à s'enrichir grâce à l'immobilier. Et c'est pour ça que je suis devenue courtière hypothécaire aujourd'hui. Waouh! Et si on te demandait de retourner en actuariat? Ah non, non, pour rien au monde. Une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, je ne pense pas que tu puisses retourner vraiment dans... Enfin, c'est difficile. C'est vrai qu'il y en a qui le font, mais c'est difficile. Donc, est-ce que tu nous diras que non, que ce côté de rentrer dans l'entrepreneuriat a été un bonus pour conciliation, famille, travail et tout ça? Parce que c'est la même question aussi que je me posais à Isa. Parce que tout à l'heure, je me rappelais, on parlait et puis c'est où je lui ai dit... Est-ce que tu es sûr que tu as 24 heures dans ta journée? Parce que entre les avions, entre la vie de famille, avec les enfants, donc est-ce que c'est parce que tu as trouvé que c'était beaucoup plus gérable? On est dans un pays où on court, hein, on sait, tu sais, on était entre plusieurs autoroutes. Donc, comment tu penses qui a fait que ça t'a conforté dedans? Oh, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Waouh! Parce que vraiment, les entrepreneurs, on est libre de notre temps, on est flexible. C'est vrai qu'on dit que quand tu deviens entrepreneur, ton boss, ce n'est plus ton superviseur ou ton patron, mais c'est ton client qui devient ton boss. Mais au moins, c'est un boss que, à la limite, tu peux le virer et tu en as d'autres. Alors que quand tu... peux choisir. Ouais, c'est ça. Et tu en as d'autres, tu as d'autres clients. Alors que quand tu as juste un superviseur, c'est ta seule principale source de revenus, tu es un peu dépendant. Fait que c'est ça, qu'est-ce que tu en penses, Isabelle?
Et puis après, on peut décider qu'on arrête avec tel ou tel client pour X ou Y raison, pour des raisons d'éthique, par exemple, pour des raisons économiques, peut-être que c'est un client qui ne rapporte pas, Exact. pour plusieurs raisons. Mais vraiment avoir le choix de choisir son client. C'est un avantage aussi. Exactement. Un très grand avantage. Exactement. Mais j'ai une question par rapport à ça. Parce que tu as commencé, j'aimerais revenir un peu sur ton aventure entrepreneuriale. Tu t'es associée avec l'avocate. Mais comment tu es passée de associée avec l'avocate à créer ton entreprise? Oui, parce que je vais déménager et pour des raisons de famille. Donc, c'était pas dans le pays où nous nous sommes rencontrés. Donc, j'étais avec l'avocate. Bon, pendant tout le temps dans ce pays-là, j'étais associée avec elle. C'est très, très bien passé. Et après, donc, j'ai déménagé. Je suis allée pour des raisons de famille dans un autre pays. Donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et je n'ai pas cherché à trouver de l'emploi. Non, non. J'ai créé une nouvelle société dans ce pays. Et effectivement, ce n'était pas facile parce que ce sont des droits différents. Le droit, voilà, donc c'était très, très différent. Mais j'ai créé une nouvelle entreprise dans ce nouveau pays. Et puis, j'étais toute seule. Et puis voilà, j'ai fait mon aventure. Hein. Wow. Belle aventure aussi. Pendant combien de temps? Pas longtemps. Dans ce deuxième pays, c'était 5 ans. Et après, tu es retournée en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'était un choix. Parce que, alors, entre guillemets, pour nous qui sommes restés au pays, qui sommes retournés dans nos pays africains, et ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire, il faudrait que ce soit perçu comme l'appel du pays. Parce que lorsqu'on évolue dans un pays plus ou moins plus développé que notre pays d'origine, retourner et aller dans l'entrepreneuriat ou même travailler, c'est très difficile. Les conditions sont vraiment différentes et difficiles. Et quand on n'a pas l'appel du pays, au bout de 2-3 challenges, ou difficultés, ou obstacles, on a envie de repartir. Quand l'avion dit non, moi je ne reste pas ici, là, je repars. Mais comme j'avais l'appel du pays, j'ai dit alors contre vents et marées, j'ai l'appel du pays. J'ai décidé de retourner en Côte d'Ivoire et je retourne en Côte d'Ivoire. Je reste, quel que soit ce qui adviendra. Wow. Mais ça, c'est très important, ce qu'elle dit, il faut avoir l'appel du pays. Donc, ça veut dire que par rapport au retour au pays, il ne faudrait pas que ça soit une vague pour être une vague, mais il faudrait qu'on sente qu'on a cet appel-là de retourner pour pouvoir faire face à la lenteur administrative, pour pouvoir faire face à d'autres défis, pour pouvoir faire face aux défis de la famille qui vont s'incruster. Parce que quand tu vas dans un autre pays, il y a d'autres paramètres que tu n'as pas. C'est vrai que non, que là-bas, tu as des aides, tu peux avoir des personnes pour t'aider à la cuisine et tout ça, mais, comme un chauffeur. Mais il y a d'autres paramètres que tu n'es plus habitué à ça. Et déjà, même quand on était, comme on dit dans ce pays arabe-là, donc la chose que j'aimais, c'est l'administration, la rapidité. La rapidité et l'accessibilité, voilà. La facilité. Et là, tu vois, je partais à la mairie, je veux légaliser un papier, 1 heure, bon, ici encore c'est plus rapide, mais 1 heure avant, on va. Mais chez nous, là, quand en Côte d'Ivoire, ça te prend 1 journée ou 2 jours pour pouvoir avoir. Mais le papier m'envoyait déjà que quand tu partais à la wilaya, il y avait déjà un fossé. Et ça faisait que tu te posais des questions. Et quand ils sont rentrés, eh bien, moi, je suis venue au Canada, on est arrivé ici. Mais comme ce qu'elle disait, Isa, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, comment est-ce que c'est fait le cheminement? Comme on t'a dit, nous, on t'a connu dans la communication. Et quand tu es arrivé, le terrain, et parce que tu sais ce que tu voulais, parce que tu étais déjà une chef d'entreprise. Mais comment s'est fait la transition? D'accord. Je dirais que ça n'a pas été facile, mais je pense que même dans la vie, rien n'est facile. Parce que aller dans l'entrepreneuriat, c'est pas aller dans la facilité, ou s'attendre à la facilité. Non. Je vais toujours sur les opportunités et l'audace. Quand je rentre, je n'attends pas à ce qu'on me fasse de la place. D'ailleurs, au début, je me suis dit, ah ben écoutez, je rentre, j'ai telle expérience dans tel pays, j'ai telle expérience dans tel autre pays. Donc je pensais que mon expérience... Non, oui. Comme on le dit, elle a dit l'expression « ils font rien avec ça », ça dit « ça ne veut absolument rien dire ». Et oui, j'ai passé du temps, donc je partais rencontrer les personnes que je connais, donc j'ai déjà retissé mon réseau, puisque c'est mon pays, donc j'ai pris contact avec mes amis, je suis partie reprospecter, je participais à tous les salons. Et tout ça, pour me faire réseau. Mais quand je partais, je mettais en avant mon pédigré à l'étranger. Oh là-bas, j'ai fait ça, mais on ne te connaît pas ici. Tu as fait ça là-bas, c'est bien, tu as de l'expérience, mais tu qui en fait? Wow. Tu viens, tu veux quoi?
Et là, il y a quelqu'un qui me l'a dit, il m'a donné ça comme conseil. Au moins. Voilà, qui m'a dit, mais oui, c'est vrai, mais si on ne te connaît pas. J'ai dit oui, mais j'ai l'expérience. Oui, mais ici, il y a des gens qui ont de l'expérience, on les connaît. La même expérience que tu as, nous avons des gens ici qu'on connaît qui ont cette expérience. Pourquoi on ira vers toi? Et là, j'ai dit, ok. Donc, je n'ai plus parlé de mon passé. Je n'ai pas dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai réfléchi, j'ai dit, alors, qu'est-ce que tu peux créer de différent qu'il n'y a pas ici pour te faire connaître? Et je me souviens qu'au Maroc, lors d'un salon, il y avait une société qui faisait l'éclairage, mais qui était pionnier numéro 1 dans le monde. Et ils n'avaient pas de représentant en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vrai? Aucun représentant. Waouh! Donc j'écris, ils sont à Grenoble, je leur dis, écoutez, je suis en Côte d'Ivoire, je veux vous représenter. Écoutez, non, très bien, ils disent, en Afrique noire, non. On n'a pas besoin. Pourquoi? Ça ne marchera pas. Alors que moi, j'avais vu ça. On avait vu ça au Maroc. Donc j'ai dit, non, mais ça va marcher. Vous ne connaissez pas? Est-ce que vous connaissez l'Afrique? Oh non, bon, on a tenté une fois, c'était compliqué et tout. Je suis venue vous voir à Paris, à Grenoble. Si vous voulez, je prends mon billet d'avion, sans invitation. Je pars en France, je prends le TGV, je pars à Grenoble, je prends un taxi, je pars à l'usine. C'est ça. Continue. C'est ça. Et quand j'arrive, parce que quand je partais, c'est pas qu'ils m'ont dit qu'ils vont me donner la représentation. C'est ça. J'ai dit, ils ont dit non, ils m'ont envoyé courir pour dire c'est pas possible. Wow. Et il y avait un nouveau directeur à l'exportation qui venait d'arriver qui m'a dit, ben écoutez, c'est pas possible parce que je mais est-ce que je peux vous rendre visite? Et donc j'arrive, ils me font visiter toute l'usine et tout, et je retourne donc à l'hôtel. Non, je retourne même à la gare de train parce que c'est un aller-retour. Et je pars sur Paris, il m'appelle le lendemain et dit, bon écoutez, on vous prend. Vous serez notre représentante, vous êtes le monopole pour l'Afrique de l'Ouest, parce que vous avez eu l'audace de vous déplacer pour venir jusqu'à notre usine, c'est que vous êtes sérieuse et motivée. Voilà comment j'ai eu la première la représentation de ce produit, et j'étais la seule à faire ça en Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu ce marché. Il n'y avait personne, pas besoin de référence, pas besoin de concurrence. J'étais la seule. Wow. Donc c'est comme ça que je suis démarrée. Donc ce sont des niches. Oui. Voilà, j'ai cherché des niches où il n'y avait pas vraiment, qui n'étaient pas connues en fait. Oui. Voilà, j'ai exporté, j'ai importé, on va dire plutôt, quelque chose que j'ai connu dans d'autres pays. Oui, voilà. Parce que d'après ce que j'ai vu, c'est que ton cabinet fait beaucoup de représentations à l'international. Oui, c'est justement la partie conseil en stratégie de développement. Oui. Et donc, on travaille avec la Chambre de commerce turque, la Chambre de commerce singapourienne, voilà. La Chambre de commerce canadienne, Bientôt. bientôt. Grâce à vous. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, le retour au pays, ça peut être facile. Wow. Voilà, et puis on rentre, on se dit, on connaît, on va apporter, on a ceci. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Mais attendez, mesdames et messieurs, je retiens une chose. Messieurs, je retiens une chose, l'audace. Oui. Christian, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire peut-être en 30 secondes pour qu'on puisse passer dans l'audace? Comment est-ce que tu exploites l'audace, toi, dans ton quotidien de tous les jours? Sachant que le domaine où tu étais était d'abord un domaine attribué aux hommes. Donc, comment est-ce que tu l'utilises? Parce qu'il faut avoir de l'audace sans forcément heurter les autres. Mais oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. En fait, l'audace, pour moi, c'est au quotidien, c'est débloquer toujours un nouveau niveau de mindset. Parce qu'en fait, tout se passe dans notre tête. C'est ça. Tout. Et tu sais, parfois, tu veux appeler un client ou tu veux prospecter, tu peux solliciter un partenaire et je te dis, oh ben lui, qu'est-ce que je peux bien lui dire? Oh, je n'ai peut-être pas la crédibilité pour faire ce type de projet, de mandat. Quand tu vois un mandat de plusieurs millions, je te dis non, je ne peux pas le faire. Mais à un moment, tu dis, lance ton pied, il va te dire non, tout simplement. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, on se limite alors qu'on a les compétences. On a les compétences. Absolument. Et parfois, on a même une expérience ignorée. Ouais. C'est juste qu'on n'a pas l'expérience comme les autres, mais on a notre propre expérience. Moi, c'est mon expérience personnelle dans l'investissement au commercial, dans les multilogements, qui m'a permis de bien comprendre le domaine. Et lorsque j'étais face à mon premier financement de multilogement, qui était un financement de quelques millions, là, il a fallu que j'aille chercher dans cette expérience-là personnelle et que je m'entoure quand même d'autres personnes. Donc, parfois, on se limite et pourtant, on a les ressources. En fait, j'avais écouté une personne qui disait, il ne faut pas se demander comment je vais le faire. Demande-toi qui
va m'aider à le faire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a ce que tu n'as pas. Soit le temps, soit les compétences, les ressources, les contacts. On a parlé de réseau au pays. Ici, tu arrives, tu donnes ton expérience et elle est valorisée. Peu importe la région dans le monde, si l'expérience est pertinente, elle est valorisée. J'ai des personnes que je finance. Ça fait à peine 6 mois qu'ils sont au Canada, mais ils gagnent des salaires de 100 000, 150 000. Ça fait à peine 6 mois parce qu'en Europe, ils étaient déjà ingénieurs, ils étaient chefs de telle structure. Et c'est valorisé. Au pays, c'est par exemple le réseau. Ici, tu te demandes qu'est-ce qui va faire en sorte que je puisse saisir ces opportunités-là. De quelle façon? Il faut comprendre le code, il faut comprendre le système aussi dans lequel on est et saisir les opportunités. Tu as payé le billet d'avion sans être invité, tu es allé saisir l'opportunité. Wow. Donc, c'est ça. Donc, il faut saisir les opportunités, ce que je comprends bien. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez parlé. Ici, quand on est en gouvernance, on nous parle de décorum, qui veut dire aussi des codes. Donc, vous dites aussi qu'il faut comprendre un certain nombre de codes, peu importe le pays où on se trouve. Isa, après, Christelle? Oui, bien sûr, il y a des codes. Donc, comment est-ce que toi, tu arrives à déceler le code? C'est vrai, il y a l'audace, mais je pense que les codes, c'est très important. Oui, forcé qu'il faut les accepter. Voilà, parce que soit parce qu'on n'est pas habitué à cette manière de faire, soit parce que ça ne nous arrange pas, ces codes ne nous arrangent pas pour X ou Y raison. Peut-être que vous avez donné un peu l'exemple des codes ici, mais déjà, effectivement, il y a des codes. Après, il y a des techniques universelles. Je veux dire, il y a des choses qui sont universelles. Donc, on peut connaître ces codes, mais de façon universelle, il y a une éthique, il y a une manière de faire. Voilà, je pense qu'il faut déjà... Il y a une éthique, il y a une manière de faire. Voilà, je pense qu'il faut déjà avoir une connaissance universelle des codes ou de la culture d'entreprise qui est quand même assez universelle partout. Voilà. Maintenant, chaque pays, moi, je n'ai pas envie trop de donner les détails au niveau de la Côte d'Ivoire parce que mais le plus important, c'est de connaître les codes. Ce sont les codes que j'ai acquis ailleurs, que je n'exploite actuellement. Non, je les connais, mais bon. Mais parce que de toutes les manières, au Maroc, il y avait des codes, mais moi, j'ai vu que non, que quand tu connais les codes, c'est pas forcément que tu vas les appliquer. Et les codes, c'est pas forcément toujours péjoratif. C'est juste que quand tu rentres dans cet environnement, tu regardes un peu comment est-ce que ça fonctionne et puis tu t'adaptes. Mais est-ce que vous pensez que nous, aujourd'hui, en tant que nouveaux entrepreneurs, surtout nous les femmes, et en gris femmes afro-descendantes, est-ce qu'on se donne cette opportunité-là d'être toujours en mode apprentissage? Ou bien encore on doit briser un certain nombre de barrières avec le mindset? Christelle? Oh, je pense que c'est vraiment briser à chaque fois. Briser. Parce qu'il faut toujours être en mode apprentissage. Oui. Moi, parfois, tu sais, en même temps, tu dois avancer, en même temps, tu dois t'arrêter pour apprendre. Et parfois, c'est épuisant de faire les deux. C'est quand tu peux t'asseoir sur tes acquis et dire, bon, regarde, j'arrête, je ne veux pas pousser l'entreprise à un autre niveau. Mais quand tu sais que tu as du potentiel et que tu connais bien ta mission, on dirait que tu te sens obligé de continuer. Et pour continuer, tu dois apprendre. Oui. Tu n'as pas besoin de retourner à l'école, tu dois apprendre des aînés, tu dois apprendre... Exactement. Exactement. Alors, pour enchaîner sur ce qu'elle dit, je donne toujours des exemples. Pendant très longtemps, je n'aimais pas dire « Ah, c'est parce que je suis une femme que tu te comportes ainsi », parce que je trouvais que ça n'a pas de sens. De toi, c'est la vision, c'est un chef d'entreprise, c'est un client, voilà, c'est pas une femme entrepreneur. Mais aujourd'hui, étant dans la construction, je me retrouve à chaque fois à dire « Ah, vous agissez ainsi parce que je suis une femme. » Et j'ai du mal à le dire, ça me fait mal de le dire, mais j'en suis consciente. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a certains secteurs d'activité où il y a des codes déjà, parce que quand je rentre dans la construction, ce n'est pas les mêmes codes que dans les services, la communication. Voilà. La construction, ce n'est pas les mêmes codes que dans les services, la communication. Ça c'est partout, même ici. Voilà, ce n'est pas les mêmes codes. Et après, maintenant, bon, je ne sais pas, peut-être que j'ai dépassé, je suis partie à une autre question. Mais continue, c'est intéressant, continue. L'entrepreneuriat féminin, mais je me rends compte que, effectivement, je suis obligée. Alors, mon fils me disait l'autre fois, maman, mais tu cries sur moi? Je dis non, je te parle normalement. Il dit non, mais tu m'engueules.
Je dis mais non. Et je me suis rendu compte que j'ai appris à avoir une voix ferme. À cause des ouvriers. Si j'arrive que je... Et donc, j'ai appris. Hein. C'est pas venu comme ça. Je me suis mise dans mon bureau, j'ai pris des textes de lecture, voilà, et j'ai commencé à parler avec une voix autoritaire. Wow. Et donc, quand j'ai... Oui. Oui, donc du coup, quand j'arrive, alors que je sais que j'ai rien à dire sur le chantier, je mets les talons. Quand j'arrive, alors que je sais que j'ai rien à dire sur le chantier, je mets les talons aiguilles, j'ai toujours mes bottes dans le coffre, j'ai les talons aiguilles, les jupes et les tailleurs, je parle doucement, mais le jour que je sais que là, il faut vraiment qu'on ait une réunion. Ah oui, je mets le pantalon, les baskets, la casquette et je change de voix. J'ai une voix autoritaire et agressive. Donc là, je me suis formée à faire ça. Voilà, je n'étais pas comme ça du tout. Mesdames, comme ce que j'ai toujours dit, j'ai tendance à dire, pourquoi les bonnes choses veulent toujours avoir une bonne fin? Mais on a comme 2 ou 3 questions rapidement avant la fin de notre échange, de notre vraiment merveilleux podcast et tout ça. Mais est-ce que vous direz que non, qu'on peut commencer une entreprise sans avoir des avoirs? J'ai fait de la redondance, j'ai fait en fait une métaphore. Est-ce qu'on peut commencer une entreprise sans avoir de fonds, sans avoir d'argent? J'essaie d'utiliser tous les mots dans tous les contextes du monde. Est-ce que vous pensez ça? Parce que souvent, aujourd'hui, on a beaucoup de gens, on a vu que le mot de coaching est vulgarisé. Des gens vont venir nous dire, oui, en 3 mois, tu peux créer ton entreprise. Mais pour avoir fait beaucoup de pays, je sais que c'est du travail de longue haleine. Ça demande de l'investissement moral, physique, psychologique. Et en plus de ça, ça demande de l'épargne d'abord d'injecter. Moi, c'est mon expérience. Mais vous, des femmes entrepreneurs, des femmes qui veulent donner au suivant, à la nouvelle génération, des stratégies, qu'est-ce que vous direz? Isa. Oui, alors moi j'aurais 2 volets, mais très importants. Il y a l'approche de l'entrepreneur qui est dans le privé. Pour moi, l'idée est la première richesse. Donc, ce n'est pas zéro. C'est cette richesse qui est multipliée après par quelque chose. Donc, effectivement, la première richesse, qu'on va dire commencer à zéro, je pense qu'on parle des moyens financiers, il ne faut pas attendre d'avoir l'argent pour commencer. Il faut d'abord avoir l'idée. Dès qu'on a l'idée, il faut commencer, il faut avancer. Avancer, justement, aller chercher des partenaires, des moyens d'investissement et tout. Mais il faut avoir l'idée d'abord et aller chercher le minimum de financement. Il faut le minimum. C'est l'idéal. Ensuite, le deuxième volet, c'est au niveau de nos gouvernements. Je suis désolée. Ensuite, le deuxième volet, c'est au niveau de nos gouvernements. Je suis désolée. Dire aux jeunes Africains que l'idée suffit, donc ce que je viens de dire, c'est la première des choses, mais ça ne suffit pas. Suffit et que sans argent, on peut devenir, avoir un projet exponentiel, c'est peut-être un minimum, un pourcentage minime. Mais on n'en fait pas une règle, c'est faux. Nos gouvernements doivent mettre en place des mécanismes pour financer les jeunes et les PME. C'est tellement clair. Et Mais c'est la place de nos gouvernements africains et ils ne le font pas. Voilà. L'accès au crédit pour nos jeunes et pour même les PME, aux microfinances, est compliqué. Et donc, oui, il faut avoir l'idée. Parce que si déjà je dis non, il faut de l'argent, pourquoi? Pour l'idée. Donc, la première des choses, c'est l'idée et aller chercher le financement. La deuxième des choses, ce sont les gouvernements africains qui doivent trouver le moyen de pouvoir aider, mais accompagner les banques à financer justement les nouveaux entrepreneurs. Wow. Voilà. Donc, il faut. Et pourtant, sur le continent, on voit se multiplier les nouveaux entrepreneurs. Wow, merci. Et pourtant, sur le continent, on voit se multiplier les incubateurs. Parfois, ce sont des incubateurs privés, mais il y en a beaucoup qui sont financés, soit par des gouvernements, soit par des organisations internationales. Quelle est l'atmosphère entrepreneuriale en Côte d'Ivoire en ce moment? Alors, je dirais que de façon macroéconomique, effectivement, on a ces opportunités, on a des microcrédits qui sont là, il y a des financements pas inclusifs, oui inclusifs qui sont là,
D'ailleurs, il y a un partenaire qui a eu un financement canadien, un fonds canadien, pardon, pour financer des projets dans l'agriculture. Mais je vous assure, pour être concrète, hein, parce qu'on ne va pas parler des choses, nous sommes sur le terrain. Mais ça fait... Et ça n'avance pas. Ça fait 1 an. Et pourtant, il a eu... Je n'ai pas dit qu'il est malhonnête, hein, c'est pas ce que je veux dire. Après, je ne rentre pas dans la cuisine éteinte pour savoir pourquoi, concrètement, au niveau voilà, ça n'arrive pas, non, au bout de 1 an. Et je vous assure que c'est peut-être cette lourdeur ou bien ce mécanisme qui est quand même assez opaque. Il n'y a pas de transparence. Ou bien ce mécanisme qui est quand même assez opaque. La transparence. Il n'y a pas de transparence qui fait que, bon, peut-être qu'il y a de très bonnes initiatives, mais après, dans la finalité, les populations n'ont pas accès. Elles n'ont pas accès. Pas réellement accès. Et après aussi, c'est parce que nous avons un problème, je parle toujours de l'Afrique, hein, nous avons peut-être un problème au niveau des personnes, hein, parce qu'ils ne savent pas comment structurer une entreprise, les gens ne sont pas bancarisés, l'illettrisme, la culture de l'emprunt et de remboursement, ils n'ont pas, les gens ils peuvent prendre, ils ne remboursent pas, et c'est réel, hein, c'est réel. Donc c'est un écosystème qui est assez difficile en tout cas actuellement. Wow. Fait qu'il y a déjà ça, beaucoup de travail. Beaucoup. Et Christelle, est-ce que tu penses que donc tu envisageras faire ce travail là-bas, bien que je sache qu'ici il y a beaucoup de travail? Mais moi, je pense que l'Afrique, c'est un battement de cœur. Un peu comme j'ai rentré, j'ai quitté le pays pour retourner en Afrique parce que tu as senti l'appel. Oui, l'appel, maintenant, le timing, c'est à voir. Et je pense que ce que je fais ici, ce n'est pas pour rien. Je pense que ça va aider des personnes, ça va aider de nombreuses personnes. Et on s'entend que l'administration en Afrique, d'ailleurs, moi, j'ai fait le courtage hypothécaire ici. Et lorsque je suis rentrée, je suis allée en Côte d'Ivoire et je suis allée dans d'autres pays d'ailleurs, j'ai tâté un peu le terrain avec des banquiers, des anciens banquiers, des membres des autorités des marchés financiers et tout, pour voir est-ce que c'est quelque chose auquel ils ont pensé. La réponse était non. Je vais dire peut-être qu'ils savent que ça existe ailleurs, mais ça n'a jamais été, on n'a jamais pensé à le mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose qui serait viable? Est-ce que c'est quelque chose qui serait rentable? Le courtage hypothécaire en Afrique, par exemple, ça c'est resté malheureusement sans suite, mais je pense que c'est vraiment des choses à penser éventuellement à développer. C'est pour ça qu'il y a des sommets comme ça, Canada-Afrique, qui existent, que ce soit au sujet autour de l'immobilier, de l'agriculture ou peu importe. D'ailleurs, il y en a un prochainement sur le thème de l'immobilier et je vais y participer. Et ça sera justement une plateforme pour pouvoir creuser un peu cela. Pourquoi? Parce que mon métier en soi, c'est d'aider les personnes à avoir accès au prêt, au crédit, que ce soit du prêt personnel, du prêt hypothécaire, du prêt pour leur entreprise. Et c'est une lacune que nous avons en Afrique. Les personnes ne sont pas éduquées, les personnes ne savent pas comment aller demander du prêt à une banque, comment se comporter, qu'est-ce qui va aider leur dossier. Il y a vraiment un besoin. Maintenant, c'est de voir le modèle économique derrière tout ça. En tout cas, il y a du travail à faire, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Moi, je pense que on doit vraiment toujours être en mode apprentissage et puis chercher à voir comment est-ce que ça peut nous aider à aller de l'avant. C'est là qui va me faire que mon avant-dernière question, on va tomber dans le leadership féminin. Est-ce que vous croyez en ça? Juste à ça, ça sera des oui ou non. Est-ce que vous croyez en ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi le leadership? Mais voilà! La définition moi, en fait, le leadership, là, on le connaît déjà. Mais comme on sait que souvent, en tant que femme, nous, on a eu la chance d'être à l'extérieur. Mais aujourd'hui, tu es avec des femmes dans l'agriculture. Comment est-ce que tu les accompagnes à se positionner pour dire qu'elles peuvent rêver d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise? Parce que je pense que ça prend tout un processus. C'est comme un peu ici, quand tu vas en banque, ici au Canada, quand tu veux demander un prêt ou bien tu veux faire quelque chose, même dans l'entrepreneuriat, quand même on fait le traitement des dossiers, généralement, nous, on fait nos devoirs. En fait, c'est un terme canadien pour dire qu'on prépare nos dossiers jusqu'au bout, même quand on va à la banque. Et même la BDC l'a dit. Mais généralement, les hommes, ils ne vont pas faire le travail jusqu'au bout. Mais c'est à eux qu'on va donner le financement. Parce que généralement, on dit que
on n'est pas toujours, comment on dit votre terme? On ne nous finance Finançable. pas. Oui, on n'est pas finançable facilement. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous pensez que non, que ça nous demande peut-être du caractère, comme ce que vous avez dit, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir arriver à ce même équilibre-là? D'accord, je comprends la question. Bah, c'était oui ou non, c'est ça, il fallait faire. Mais en fait, non, mais... non, mais... Juste me développer dans la réponse. Non, je veux pas le oui ou non. Moi c'est oui et je glisse là-bas à Isabelle pour développer. Non, ok. Non, mais je comprends mieux la question, mais ouais, non, il y a du boulot. Ah, toi, Christian, tu dis que oui, Raconta, il dit que non, qu'il y a du Quand même, boulot. on n'est pas dans le même monde. C'est vrai. Non, mais même ici. Ah oui. Même ici, il y a du boulot. Ah, il y a Même du ici, boulot. en fait, c'est généralement quand on fait ces vidéos, c'est pour tout le monde. Oui. Mais moi, je ne vais jamais m'en départir pour être en gouvernance. Il y a une différence. Il y a une différence déjà entre être femme et puis il y a une différence entre être femme afro-descendante, femme noire. Parce que c'est comme tu montes plusieurs couches et que tu dois montrer toujours ta capacité, ta compétence de ce que tu fais parce qu'on nous avait déjà mis dans un carcan, dans un cloison. Et maintenant, si par rapport à cela, le travail qu'on fait et qu'il y a peut-être une minorité qui vient comme saboter ce qu'on fait, c'est comme si ça... Parce que le travail d'une seule va comme impacter tout le groupe. C'est pour ça un peu que, non, que je disais cela, mais vraiment... dans le mindset, dans la manière d'être, dans le changement de mentalité, dans le changement de culture, de pouvoir s'acculturer, il y a du travail à faire. Comment vous conciliez famille et entrepreneuriat, les mamans? Non, mon Dieu, merci. Les enfants, ils sont grands maintenant. Mais c'est vrai que je donnais quelques idées tout à l'heure, on échangeait, comme ça on offre. Et je lui dis, bon, il faut quand même que maman soit présente. Il y avait la guerre. Si. Et effectivement, et c'était la première fois qu'il rentrait à Abidjan. Donc même l'aîné maintenant me dit, ah, ils étaient choqués. Ah, ils étaient choqués. Mais la solution, justement, je me suis dit, ben, voilà, maman est occupée, que j'ai pris la maison d'abord. Ensuite, j'ai pris un bureau à 2 minutes de la maison, il fallait juste traverser la route. Et en troisième lieu, j'ai pris l'école des enfants à moins de 15 minutes de la maison pour qu'ils puissent venir à tout moment. Et donc, étant à la maison, ils avaient toujours l'impression que maman était à la maison, puisqu'ils venaient au bureau quand ils voulaient, le dimanche, le soir, si je fais des heures sup, parce que je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. Ah oui, je travaillais le dimanche. Je travaille. Oui, au bureau, et pas à la maison. Hein. C'est encore pire. C'est-à-dire que j'ai réveillé le dimanche, s'habiller pour aller au bureau. C'était au bureau. Et puis voilà, et puis je suis restée au bureau jusqu'à 22h. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme le bureau n'est pas loin de la maison, donc maman, le dimanche qu'elle est au bureau, on peut traverser la route et aller parler avec elle et tout. Voilà, donc c'était comme ça en fait que j'ai pu concilier entrepreneuriat et puis vie de famille. Et le dernier élément que je vais ajouter, c'est l'organisation et la discipline. Voilà. Mais je vais donner une anecdote. Une fois, donc je m'étais vraiment organisée. Bon, au pays, c'est plus facile d'avoir un chauffeur, une nounou et autres. Donc, c'était tellement bien organisé qu'une fois, je prends l'avion précipitamment pour aller dans un autre pays. Mais j'ai honte de le dire, mais c'était la vérité. J'ai oublié comment les enfants déballaient à l'école parce que je ne donnais aucune instruction. Je vais, c'était un week-end, j'arrive dans le pays et je travaille pendant 2 jours, lundi, mardi, sans appeler les enfants. Et c'est le mercredi. Je t'ai rappelé. Je dis, mais qui accompagne les enfants à l'école? Oh, wow! Je donne l'instruction parce que j'arrive précipitamment. J'appelle le chauffeur. Je lui dis, ah, mais excuse-moi, j'ai voyagé, les enfants sont comme, il dit, tata, c'est bon, tout se passe bien. J'ai vu que vous n'étiez pas là, j'ai tout le programme, la maison, tout, c'était le mercredi. Tu dis, c'est comme si j'avais donné des instructions, parce que tout était déjà réglé, discipliné, il n'y avait pas de problème. Donc c'est ça. Déjà en place. Exactement. Le processus était déjà en place. Donc c'est vraiment l'organisation. Organisationnel. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Ah, c'est la même chose. Hein. Tu sais, quand tu as dit que tu travaillais le dimanche, j'apprécie qu'on avoue qu'on travaille le dimanche.
Et parfois, tu sais, tu as un peu honte de dire, bon, regarde, j'ai fait quelques heures, mais j'avoue que de temps en temps, de plus en plus, j'ai tendance à ne plus le faire, là. Souvent, le dimanche, j'éduque les clients pour dire, regarde, le dimanche, là, je peux travailler si je veux, mais je ne veux pas me sentir obligée de le faire. Absolument. Fait que moi, c'est vraiment la même chose, organisation et routine. Avant que je ne tombe dans l'entrepreneuriat, je ne percevais pas l'importance des routines et la force des routines, malgré le fait que j'avais même déjà des enfants. Mais notre système n'était pas vraiment routinier. Il n'y avait pas des heures, des choses, des façons de faire. Mais quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat, il y a une période où tout a été désorganisé chez moi. La pandémie, c'est comme tout était désorganisé. La pandémie nous a donné les bons conseils. Vas-y. Ouais, et justement, je suis entrée dans l'entrepreneuriat pendant la pandémie. J'ai profité, comme plusieurs personnes là, on profite, on saisit l'opportunité. Et là, il a fallu que je me discipline, il a fallu que je mette en place des règles, des routines, des heures. On se lève à telle heure, on se brosse à telle heure, parce que moi j'ai 4 enfants et ils ont tous en bas de 10 ans. Wow. Donc, ça prend... Oui, oui. On est à la retraite. Vous êtes à la retraite. Je dis, maman, je dis pas comme ça, mais on est à la retraite. Mais, exactement. Oui, ce n'est pas Ce facile. n'est pas facile. Mais quand c'est bien en place, Absolument. on arrive à en profiter aussi. Oui. Parce que le souci avec l'entrepreneuriat, c'est que ça peut tellement nous absorber qu'on oublie de vivre. Juste vivre et vivre avec ses proches, avec les gens qu'on aime. Et c'est ça. Waouh! La dernière question, c'est justement que ces dames qui nous ont montré comment est-ce qu'on peut concilier la vie d'entrepreneur avec la vie de maman, avec la vie de leader. Elles nous ont montré, nous étions dans le leadership transformationnel, mais en fait, c'est qu'elles vont vous donner des astuces. Est-ce que vous pensez, peu importe que tu sois en Côte d'Ivoire, surtout c'est ça que c'est la conférence on a une conférence qui arrive, qui s'en vient. Je veux parler à la québécoise qui s'en vient. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est facile pour des femmes noires de penser, de rêver, tu rêves aux millions? Surtout que nous aurons un autre invité qui nous a fait qui nous a donné des secrets de Christelle. On était scotchés tous sur YouTube. Est-ce que tu penses que c'est possible, du rêve aux millions? Oh. Mais ne prends pas seulement forcément les gens qui sont arrivés en France. Parce que tu sais, dans le cas de l'immigration, je me dis que non, que si j'avais eu des informations, bon, c'est vrai que moi je suis survivante de 3 cancers, c'est autre chose. Mais s'il y avait eu la bonne information au bon moment, je pense que non, que certains parcours seront différents. Est-ce que, peu importe, même toi aussi en Côte d'Ivoire, peu importe, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire, avec les réseaux, avec tous les outils que nous essayons de mettre en place pour aider la nouvelle relève. Aujourd'hui, Yoella a 18 ans, elle va rentrer dans le monde. Nos enfants sont grands, c'est vrai que toi, ils sont encore petits. Est-ce que vous pensez qu'on peut rêver? J'aimerais rebondir sur quelque chose. Tu as glissé ça trop rapidement. Tu es survivante de 3 cancers. Tu es survivante de 3 cancers. 1, 2, 3. Ouais. Et tu ne nous as pas partagé ça. Mais pour répondre à ta question, j'aimerais te relancer la question. Tu as survécu à 3 cancers, ce que certains pourraient dire qui est très, très, très peu probable. J'imagine que... Comment tu as fait, en fait? Parce que ça, la réponse à ta question pour moi, du rêve aux millions, se cache aussi dans ce genre d'expérience que tu arrives à surmonter. En fait, Isa, je pense que le mari nous a beaucoup aidé. En fait, c'est pas parce que c'est seulement péjoratif. Mais je vous ai dit, en tant que femme noire et dans un pays arabe, et avoir... Ça comme nous a... on ne s'est pas victimisé. On travaille dans des entreprises qui étaient européennes. Mais souvent, on se retrouvait être les seules femmes noires pendant que peut-être d'autres patères font d'autres choses. On a progressé à avoir des choses. Mais c'est notre état d'esprit. Et comme vous avez dit, c'est notre audace. Et ensuite, il faut juste briser les portes. Quand on m'a dit le premier diagnostic, je vous dis que j'avais un plan, j'avais un processus, on a fait les bonnes écoles. Au Maroc, j'ai fait ma maîtrise. C'est-à-dire que je voyais mon plan tracé comme ça. Mais je me suis dit que si je commence à pleurer, si je commence à me décourager, si je commence à faire cela, j'aurais déjà perdu la bataille. Donc, je vais vivre le moment comme si c'était le dernier, en essayant de poser une action chaque jour. Mais ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile parce que, comme vous savez, il y a tout un programme, il y a toute une vision que tu mets en place, des entreprises, plein de choses. Même souvent, même on trace je veux dire que, comme ma dernière a 13 ans, mon fils cette année va avoir 25 ans, on trace les carrières, les projets et tout cela. Mais il y a des choses qui arrivent. Si on me demande pourquoi j'ai eu le cancer, je ne saurais pas. Mais effectivement, cette mentalité-là, tu sais, il y avait au début, Christelle, quand tu parlais, on parlait de l'énergie, de l'argent, même aujourd'hui on veut penser. C'est comme il y a une attitude, Isa. Il y a une attitude qui fait que, non, que tu vas attirer cette énergie de l'abondance ou de l'argent là vers toi. Ce ne sera pas forcément toujours dans ton entreprise, mais ça va aller dans chaque compartiment de ta vie. Et il y a eu un premier cancer. J'ai fini les études ici, j'ai repris mon cycle ici. Il y a eu un deuxième cancer. Et là même, j'avais une entreprise, je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout ça. Et là, j'ai continué à faire ce que j'ai à faire. Et il y a eu un troisième cancer quand j'étais commissaire. Mais celui-là, il m'a mis à terre. Celui-là, il m'a vraiment démoralisé parce que je n'avais plus de repères, je ne savais plus comment j'allais faire. Et c'est là que rentre en compte la famille. Et il faut savoir aussi choisir ses amis. C'est-à-dire que souvent aujourd'hui, on peut être avec des gens où il y a des amis par complaisance, parce que, donc, surtout avec l'effet des réseaux sociaux. Mais il faut choisir les personnes avec qui vont essayer de te comprendre sans te juger. Parce que souvent aujourd'hui, on parle par exemple du rêve du million. Mais je pense que juste seulement, on ne va pas dire le montant ici, mais Christelle, tu t'es amusée un peu. Ah non, on ne va pas dire le montant. à calculer le montant de ce que je bois en chimiothérapie. Tu étais comme renversé. Mais même ça, tu sais que pour d'autres personnes, ils n'arrivent pas à voir ce que j'ai. Parce que ça part de l'intérieur. Ça part de quelle est l'énergie que je vais transmettre, je vais véhiculer. Et c'est un peu ce qui va faire ça. Moi, je pense que du rêve aux millions va dépendre. Ce n'est pas simplement, dans un premier temps, l'argent. Mais je pense que ça prend une globalité. Ça prend un tout. Ça prend de se connecter aux bonnes personnes. Ça prend de se connecter aux bonnes opportunités. Ça prend aussi de lever les barrières de son cerveau, de lever les barrières de comme on appelle ça, de son éducation et d'être en mode d'apprentissage. Si je vous dis que c'est facile, je mens. Et surtout, la dernière chose que je vais dire, et puis je vais vous laisser parler pour conclure, l'adaptabilité. Mais ça, c'est quelque chose qui nous manque. Moi, et vraiment souffrir que je le dise, mais en tant que femme afrodescendante, en tant que femme noire, on ne s'adapte pas. On n'est pas flexible. Et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, je peux me retrouver avec certains organismes, peut-être qui payent des parties de mes médicaments. Et vous savez, ce n'est pas moi qui les ai cherchés, c'est ma pharmacienne qui l'a fait. Donc, le million là, je pense que c'est de se connecter aux bonnes personnes. Et maintenant, il faudrait qu'on apprenne à devenir des personnes fiables. Elle a parlé en Côte d'Ivoire, mais on pense que non, que toute cette communauté ici aussi, elle n'est pas fiable. Ce qui fait que si je prends de l'emprunt, il faudrait que je pense à rembourser la personne qui va augmenter mon taux d'emprunt. Parce que cet emprunt, je peux avoir des emprunts avec des particuliers comme avec des banques. Mais ça apprend qu'on doit cultiver la fiabilité, l'intégrité et l'authenticité. Merci. C'est ça. Vraiment. Tu as répondu pour moi. Ah oui. Non, mais il faudrait répondre aussi. Ah non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, mais c'est vrai parce que c'est vrai qu'on est à la fin. Parce qu'avec notre background en tant que des Africains, la réussite, on pense que seulement elle est financière. Oui. Et aujourd'hui, comme ce que je dis, il y a beaucoup de choses C'est un tout, en fait. En Côte d'Ivoire, j'ai des maisons. Mais je vous ai dit que non, qu'il faut vraiment beaucoup d'adaptabilité et de flexibilité. Parce qu'il y a des choses où toi, tu penses que peut-être que tu vas trouver la personne qui va gérer, mais on va te doubler. Mais il faut justement t'adapter et puis te dire que, OK, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Et puis, quelle est l'opportunité qui va se présenter? Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais moi, je veux que vous répondiez parce que n'oubliez pas que les gens disent que c'est quand même l'argent trébuchante. Qu'est-ce que vous pensez du rêve aux millions? Ah, du rêve aux millions, c'est... Qu'est-ce que vous direz, par exemple, moi, j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui aux jeunes filles, à nos enfants par rapport à la gouvernance, par rapport au PGA, et c'est là. Juste un conseil, et puis... D'accord. Du rêve au million, c'est un sujet tellement intéressant pour les femmes.
Parce que malheureusement, moi j'ai fait Sainte-Marie, c'était un lycée de femmes. Alors on se bat pour être les meilleurs. Au bac, nous sommes les meilleurs. Et après, dans la vie active, je me rends compte que les meilleures intelligentes qui étaient les meilleures en mathématiques et autres, elles arrivent à un niveau de leur vie, actuellement quand je regarde, qui ne sont pas au poste où elles devaient être. Et ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Donc comme tu disais, il y a la mentalité. Ça ne les dérange pas. Ensuite, malheureusement, nous sommes cantonnés à des secteurs. Je donne un exemple. L'Association des femmes du Maroc, quand j'étais au Maroc, j'ai trouvé qu'elles étaient dans des secteurs qui étaient très intéressants. Après l'Association des femmes d'Afrique du Sud, que j'ai côtoyée de loin, elles faisaient business, oui, c'est les Marocaines, business in finance. Donc, une association qui était en Afrique du Sud. Ces femmes-là, elles soumissionnaient à des appels d'offres de construction de ponts, de viaducs et autres. Est-ce que tu entends? On doit soumissionner oui, les constructions de ponts. De ponts, de viaducs. Vous imaginez, ce sont des centaines, des dizaines de millions de dollars. Et puis on arrive vers chez nous là. Bon, j'ai rien contre les boutiques, j'ai rien contre nos belles mèches, j'ai rien contre les vêtements, mais on se retrouve avec des dames qui étaient les majors de promotion, qui ont fait l'université en sciences éco et autres, master en je ne sais pas quoi, et qui se retrouvent, quand elles veulent rentrer dans l'entrepreneuriat, j'ai rien contre ça, qui disent non, moi je vais faire une petite boutique de vêtements. Oh, j'ai ouvert ma petite... Je n'ai rien contre ça. Mais en fait, quand est-ce que tu vas atteindre ton million? Si ton rêve là se limite à ta boutique, au lieu de penser à l'usine, pourquoi tu n'ouvres pas une usine? Tu vas ouvrir une boutique, mais tu ne vas jamais arriver au million, c'est impossible. Si tu ne soumissionnes pas à des appels d'offres de viaduc, tu ne vas pas être dans un milieu où on parle de millions. Wow. Alors même la communication aujourd'hui, tout le monde fait la communication. Mais pourquoi? Parce qu'on pense que c'est limité à quoi? À l'organisation d'un événement. C'est tout. Mais tu vois combien de millions là-bas? Tu as organisé combien d'événements? La mentalité, et puis les secteurs, et la vision, et l'audace, pour pouvoir aller dans des secteurs où tu rêves. Ton rêve de millions, mais tu as le droit. Tout le monde a le droit de rêver. Le rêve, il est gratuit. Donc les femmes, malgré les obstacles qui sont réels que tu as dit, elles ont le droit de rêver. On ne rêve pas grand. Mais tu auras ce que... Excuse-moi, nous sommes des chrétiens, mais si tu demandes à Dieu de te donner un vélo, il te donne un vélo, en fait. Tu ne demandes pas un vélo qu'on te donne une décapotable ou une Ferrari ou, je ne sais pas moi, la dernière X6 qui coûte je ne sais pas combien ici. Non, il faut rêver. Tu sais que... Quand même. Tu sais que Quand même. Bon, clair. Christelle, toi aussi tu diras comme Isabelle que Oui. on rêve pas grand. Exact, c'est juste ça. Oh, d'accord. Donc, chères dames, chers messieurs, tout le monde, les héros et héroïnes, nous étions dans le leadership transformationnel. J'étais avec Christelle Guénin, courtière hypothécaire. J'étais aussi avec Isabelle Boblier, aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Elle aussi, elle est chef d'entreprise. Et vous étiez aussi avec moi, Raymond Gomis. Vous savez, la combattante infatigable. Aussi, je profite pour vous dire que vous pouvez trouver mon livre sur Amazon, mais vous pouvez me contacter de la fin au commencement, comment j'ai fait pour transformer le cancer en un levier d'impact. Exact. Vous allez pouvoir revoir cette vidéo inédite parce que, comme on a dit, on saisit des opportunités. Donc, restez avec nous. On va avoir d'autres invités. On sera là dans d'autres capsules. Mais avant d'aller, Isa, est-ce que tu nous invites encore en Côte d'Ivoire? Vraiment, je vous invite en Côte d'Ivoire parce que, justement, tout ce savoir-faire et cette expérience que vous avez ici, je pense qu'il faudrait venir créer un réel pont efficace entre le Canada et la Côte d'Ivoire, qui est quand même 50% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vers la Côte d'Ivoire qu'il faut entrer d'abord.